Bienvenue à Trois-Bières pour un épisode très spécial de Trois-Bières. On enregistre présentement aux Trois Brasseurs sur Sainte-Catherine, coin McGill. Pierre-Luc, qu'est-ce qu'on fait ici cette semaine? Eh bien, on fait notre premier épisode, pédagogique, je dirais. Oui. À un moment donné, on a demandé sur Twitter aux gens si on fait un épisode qu'on parle de bière à Trois-Bières, seriez-vous intéressés, comme décortiquer c'est quoi. Les gens ont vraiment réagi fortement et positivement. Donc on s'est dit, on va essayer ça. Si vous intéresse, écrivez-nous que vous aimez ça, pour on va en faire de temps en temps. Et c'est ça, on est aux Trois Brasseurs pour un épisode spécial. Alors, nous sommes avec Wanis, qui est un maître brasseur ici. Bonjour, Wanis. Salut. OK, juste pour dire, moi et Yannick, on est des pas classe, donc on a pris 1 litre de bière chaque pour commencer la discussion. Wanis est plus calme avec son verre seulement. Donc, Wanis, c'était maître brasseur. Qu'est-ce que ça prend dans la vie pour être maître brasseur? Ça commence par des questions difficiles. Ça prend un foie très solide, déjà, pour commencer. Non, blague à part. La première chose, c'est la passion, évidemment. La chance que j'ai moi, que tous les brasseurs ils ont, c'est de travailler dans leur passion. Donc avant tout, on est des artisans. On aime ça, fabriquer quelque chose à la fin de la journée. On a produit quelque chose de physique, de concret. Moi, personnellement, c'est ça que j'aime. Maintenant, qu'est-ce que ça prend? Pas grand-chose. À partir du moment où on aime ça, on y passe du temps, on apprend sur le tas. À mon époque, il n'y avait pas beaucoup d'écoles qui enseignaient ça. Mais justement, premièrement, ça fait combien de temps que tu travailles aux Trois Brasseurs, que tu es maître brasseur? Alors, moi, ça fait 10 ans que je travaille aux Trois Brasseurs. J'ai commencé en France, j'ai travaillé 4 ans en France. Et là, ça fait... en fait, non, parce qu'on est en décembre, ça fait 11 ans. Ah oui, le temps passe vite. Cheers à ton 11 années de Trois Brasseurs. Mais avant de travailler pour Trois Brasseurs, ça fait combien de temps que tu fais de la bière ou que tu t'es intéressé à la bière, mettons, à faire... Alors, j'ai commencé à être à boire de la bière. Comme tout le monde, autour de, 12 ans. C'est ça, un peu sur le tard, vers 18, 19 ans. Puis j'ai surtout été passionné par tout ce qui entourait la bière, c'est-à-dire les verres, les sous-bocs, les affiches. Je me souviens que j'ai une collection de verres, j'en ai 300-400 chez moi qui traînent dans un carton. T'as-tu je m'excuse de t'interrompre, mais y a-tu comme un verre qui est comme extrêmement rare, qui est comme le bijou de ta collection ou quelque chose comme ça? Non, il y a un verre que tous les collectionneurs de verres connaissent, c'est le verre de Quack. Okay. Donc c'est un verre à cocher qui est un peu comme un sablier et qui est sur un support en bois. Oh! Puis ce verre, vous allez le googler tout à l'heure. Ce verre était extrêmement rare et très recherché par les collectionneurs. Puis il y a une fois, je suis allé à Gand, en Belgique, et il y a un bar où quand je suis rentré, il y avait des chaussures accrochées au plafond. Fait que là, je me suis comme, c'est quoi les chaussures? Et en fait, à chaque fois que quelqu'un commandait une Quack, il était obligé de donner une chaussure en caution. Avec un système de poulie qu'on accrochait au plafond, et si la personne rendait pas le verre, il n'avait pas sa chaussure. Ok. Ça devait puer sur cette place-là, c'était dégueulasse. Et donc, toutes les chaussures qui étaient accrochées au plafond, c'est les gens qui ont sacrifié leurs chaussures pour voler le verre Quack. Wow. Ça, c'est sérieux? C'est le bar qui gagne dans cette situation-là, moi, je pense. C'est le bar qui a gagné. Oui. Ouais, il avait que des pieds gauches. À part tout ce qu'il y a autour de la bière, c'est quoi, mettons, qui t'a fait faire un déclic, genre, là, je pense que moi, je veux savoir comment ça s'est fait, puis je veux en faire moi-même. Ouais, c'est là que j'allais, en fait. Donc, une fois que je me suis mis à collectionner tout ça, ça coïncidait avec la période où j'étais à l'université et j'avais pas une idée concrète de ce que je voulais faire dans la vie. Fait que là, je me suis dit, mais ça serait quand même vraiment cool de fabriquer de la bière. Donc, j'ai commencé à me renseigner là-dessus, puis j'ai commencé à brasser à la maison. Et c'est comme ça que tout a commencé. Par contre, j'ai pas tout de suite travaillé dans la bière, parce que à l'époque, en France, il n'y avait pas d'école pour ça, et on m'a pas orienté, on m'a pas expliqué, je suis pas allé chercher l'information non plus, qu'il y avait des écoles en Angleterre, en Belgique, en Allemagne où j'aurais pu aller à l'époque. Donc j'ai suivi une filière agroalimentaire qui m'a amené à faire du yaourt, de la moutarde, travailler dans des usines, du camembert, tout un tas de choses, mais je regrette pas parce que ça m'a appris beaucoup du côté technique de l'agroalimentaire qui me sert encore plus aujourd'hui que les connaissances sur la bière.
Oui, c'est ça, il faut savoir que, une fois plus, un épisode futur peut-être, t'es comme une référence dans le food pairing et le cheese pairing de la bière. Il paraît que t'es une référence. On nous a dit. Ouais, Oui. écoute, merci beaucoup. Effectivement, je m'autoproclame. OK, c'est bon. Fait que y a-tu un moment donné, mettons, t'es en train de travailler sur comme de la moutarde, puis peut-être que t'aimes ça ou peut-être que t'aimes moins ça, mais tu penses, un moment donné, je vais atteindre la bière, un moment donné, je vais faire la bière, puis ça va être le fun, puis ça va être le ce que je veux atteindre. Non, j'avoue que j'ai quand même pris beaucoup de plaisir à faire d'autres produits agroalimentaires. Puis à cette époque-là, j'étais plus du tout dans la bière, même au niveau de la boisson, j'étais plus dans le fort, faire des rhums arrangés, des cocktails, des choses comme ça. J'ai eu toute une période où la bière venait vraiment juste pour étancher la soif, mais j'étais pas très difficile quant à la bière que je buvais. Et ça a été après un voyage. En fait, j'ai travaillé pendant une année en Écosse et c'est vraiment là que ça m'a repris de plein fouet, parce que quand on parle des pays brassicoles, des amateurs de bière, vraiment l'Écosse, l'Angleterre, l'Irlande, ils sont au top. Et là-bas, oui, ça m'a repris, et c'est juste en revenant de là-bas que j'ai postulé aux Trois Brasseurs, puis que j'ai commencé à boire. Quand tu pars, mettons, de l'Écosse ou d'Irlande ou des affaires comme ça, puis tu reviens en France où il y a peut-être une culture de vin, une culture de bière, puis que trouver la bière, moi j'ai mes amis qui étaient parisiens pendant longtemps, ils me disaient c'est compliqué quasiment de trouver la bière des microbrasseries là-bas. C'était. Oui, ça devient de plus en plus. Alors, maintenant, ça prend de l'ampleur, oui. Ça va très vite. Oui, je suis content là-dessus. Ouais. Est-ce que c'est là que tu as commencé à comme dire je fais la bière chez nous parce qu'il n'y en a pas nulle part ou je pense que c'est plus pour boire quelque chose qu'on a fabriqué. C'est quand même très cool d'avoir des amis qui viennent à la maison et puis de servir sa propre bière. Ouais. C'est quelque chose c'est comme faire son pain ou faire le gâteau soi-même. C'est surtout quand c'est réussi. OK. Excuse-moi. Ça t'a pris beaucoup de fois avant de réussir ta première bière? Ou combien de temps ça prend d'essai, mettons, avant une bonne réussite? Écoute, je veux pas paraître prétentieux. Je veux juste, c'est extrêmement simple de faire de la bonne bière à partir du moment où on est rigoureux et où on a justement les connaissances un petit peu de base en chimie, biochimie. Donc moi, ma première bière que j'ai brassée, elle était très bonne. Et 10 ans plus tard, j'ai retrouvé une bouteille dans la cave de mes parents que j'ai bu et qui était encore très bonne. Bière, mais c'est une bière qui pouvait bien vieillir en plus. Oui, c'est ça. À partir du moment où elle est refermentée en bouteille, ça a une durée de vie pratiquement infinie, mais après c'est un peu la roulette russe. C'est très bon ou très mauvais. Ouais. Mais celle-là était très bonne. Bon, j'ai été chanceux, mais j'ai quand même commencé à brasser sur le tard un petit peu. J'avais déjà des connaissances, on va dire, scientifiques. Oui, mais tantôt avant l'enregistrement, tu parlais de chimie, carrément. C'est exactement ça, le processus de bière, dans le fond. Il y a beaucoup de science, il y a beaucoup de... Enfin, c'est l'art et la science qui se parlent ensemble, Yannick. Oui, c'est la bière. ça, il n'y a rien de plus beau. Exactement. Là, pour établir une base pour tous les auditeurs puis pour la suite des choses. Car on assume que tous nos auditeurs boivent la bière, mais peut-être qu'ils connaissent pas. On va voir comme aussi des plus de connaisseurs de bière, mais ils connaissent pas c'est quoi le processus pour faire justement ce délicieux liquide qu'on boit. Fait que comment tu expliquerais ça comme un novice? Qu'est-ce qui va dans la création de la bière? En fait, on va aller sur le menu des Trois Brasseurs en bas à gauche. Il y a un genre de pictogramme. Fait qu'on va y aller dans l'ordre, je pense. Non, vas-y. L'ordre, il parle de concasser. Alors, on concasse quoi dans la première étape de faire la bière? On concasse de l'orge maltée. Alors, juste avant, ce qui apparaît pas justement dans ce schéma, c'est le maltage de l'orge. C'est parce que c'est fait par des malteurs professionnels, puis nous, on le fait pas ici, donc c'est pour ça il est pas dans notre schéma. Tout simplement, des grains d'orge sont trempés et pour les faire germer. Et la germinaison va activer certaines enzymes. Donc s'il y a des termes que vous comprenez pas ou quoi, c'est pas grave. On va faire d'abord on va faire le côté très large et puis après on précisera au fur et à mesure. Donc ça c'est très important pour extraire le sucre du grain par la suite. Donc une fois que l'orge maltais arrive, nous on le concasse.
pour le concassé, c'est très simple. C'est juste 2 rouleaux qui viennent écraser le grain pour faire plus ou moins de la farine. Une texture poudreuse, dans le fond, là, une poudre. L'idée, c'est que l'amidon soit accessible pour se mélanger avec l'eau, mais on veut que l'écorce du grain reste intacte pour pouvoir le filtrer facilement. Ok, si j'ai bien compris, j'ai probablement pas bien compris, parce que je suis difficile dans la vie. Dans le fond, le malt, c'est le résultant de lorsque tu fais germer de l'orge, c'est ça? C'est ça. Ok, parfait. Hey! Je vais donner une gorgée. Pierre-Luc, cheers, tu l'as compris. Oui. Crois en toi. Oui. Ok, alors ensuite, une fois que t'as le fait de farine, tout ça, il y a l'empâtage, c'est ça? Donc, notre grain concassé, on va le mélanger avec de l'eau. Et c'est là que les fameuses enzymes dont j'ai parlé tout à l'heure vont venir couper les chaînes d'amidon pour transformer l'amidon en sucre. Vous voulez que je précise un petit peu? Mais tout ça se fait dans quoi maintenant? C'est dans quel... Parce que les gens qui viennent au tourbrasseur, ils voient... C'est ça. Alors, il y a 2 cuves. Ça se passe dans les grosses cuves qu'on voit. 2 grosses cuves en cuivre quand on arrive aux 3 brasseurs. Il y a une petite, une grosse. Tout ça se passe dans la petite. La petite, c'est la cuve d'empâtage. Donc, en dessous, il y a un fond filtrant, donc c'est comme une passoire. Là, on met le grain, on met l'eau, on mélange avec une espèce ce qu'on appelle un fourquet, une espèce de gros manche en bois. Et là, on va laisser infuser. Donc là, la magie va opérer. Donc la biochimie de tout ce qui est très compliqué à expliquer. Oui. Mais en gros, on va juste transformer l'amidon en sucre pour que la levure puisse manger le sucre. Ok. Et là, rendu là, la texture, c'est quoi? C'est comme une gelée ou c'est comme liquide? C'est quoi? C'est comme du gruau, mais vraiment avec beaucoup de grains dedans. Et si tu goûtais ça goûterait quoi? Si tu m'as goûté la patate, ça goûte le sucre ou ça goûte? C'est très bon. On peut faire du pain avec, on peut faire des biscuits. En Allemagne, c'est très populaire. Mais tu recommandes pas ça qu'on mange ça comme un gruau le matin avant de travailler? Il y a beaucoup d'écorce de grain, donc mettons que ça se coince pas mal dans les dents. Ok, ouais, d'accord. Fait que c'est plus pour, mettons, faire des grippes, des briques ou au Moyen-Âge, plus que pour consommer, là, tu sais. Ok, alors maintenant que, là, dans ta cuve, t'as une espèce de gruau, tout ça, là, c'est pas ta ébullition, c'est ça? D'abord, on filtre. Ah, filtre, ok, donc, évidemment, on récupère juste le jus. L'écorce du grain, on n'en a pas besoin, donc on récupère ce jus sucré et on va le faire bouillir. Donc là, il y a l'objectif, c'est évidemment de stériliser, de tuer tout ce qui peut y avoir comme bactéries à l'intérieur, mais aussi de concentrer. Donc à partir de là, on parle de mou de bière. Donc ça va permettre de le concentrer, ça va permettre d'apporter un petit peu de couleur. Ça va extraire la molécule de l'amertume parce que c'est à ce moment-là qu'on va ajouter le houblon. Donc c'est ça les objectifs de l'ébullition. D'ailleurs, si on a des artistes puis vous savez pas comment appeler votre nouvel album de chansons tristes, la molécule de l'amertume, je pense que c'est une bonne suggestion. Oui, exactement. Genre le terme houblon est quelque chose que tout le monde utilise régulièrement, on connaît ça, tu sais. Mais c'est quoi du houblon? Alors le houblon, c'est une plante grimpante qui est de la famille, justement, de la même famille que le cannabis. Est-ce que dedans il y a du THC comme le cannabis ou il y en a 0,0 Non, un petit peu? Mais ça peut être greffé. Ok. Fait que là, on peut avoir des gros rendements. Enfin bref, on parlera pas de ça ce soir. Mais cette plante-là peut pousser jusqu'à... je sais pas exactement, 3-4 mètres de haut. Enfin, vous parlez en pied, donc... on est métrique et impérial au Québec. Fait que on est bilingue. Oui. Excellent, pas moi. J'ai beaucoup de mal encore. Et donc, ça fait des fleurs un petit peu comme des petites clochettes, des cônes. On appelle ça des cônes. Et donc, là-dedans, il va y avoir la molécule qui va venir apporter l'amertume à la bière. Et puis aussi, tout un côté aromatique. Et c'est là où la variété de houblon va être importante parce qu'il y a des houblons qui vont être plus fruités, il y en a qui vont être plus épicés, et c'est pratiquement infini. Puis c'est quoi qu'on rajoute? Est-ce qu'on rajoute les graines, on rajoute la branche au complet? Qu'est-ce qu'on met? Les fleurs. Juste les fleurs. Est-ce qu'elles sont effritées ou en entier? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, elles sont sous forme de pellets, ce qu'on appelle pellets. Donc les fleurs sont broyées et compactées comme des petits granules. Et sous forme de fleurs, tout simplement séchées et compactées sous vide. Donc il y a deux formes. Nous, on utilise les deux.
parce que juste après cette étape, il y a une étape qui s'appelle le percolateur. Oui, on est rendu là. je vais trop vite. Non, c'est bon. C'est un panier où on va mettre des fleurs et le mouchot va traverser les fleurs, va extraire tout ce qui est aromatique. OK. Donc le houblon, il a deux utilités, l'amertume et l'aromatique. Donc on va utiliser des houblons qui sont amérisants, qui ont un fort pouvoir, qui vont donner beaucoup d'amertume. Puis il y a des houblons qui, eux, ont bon goût, donc eux, ils vont apporter de l'arôme. Et ces houblons-là, différents, ils viennent de quoi? Différents pays ou différentes... Ouais, il y a effectivement, chaque pays a ses spécialités. Les houblons allemands, évidemment, vont être particuliers, plutôt épicés, herbacés. Les houblons anglais, un petit peu floraux. En Amérique, c'est à fond côté citrique, un petit peu acidulé, des notes de fruits de la passion, épinettes. Moi, je suis fan de houblons américains, c'est peut-être parce que je les ai découverts sur le tard. J'adore ça. Mais voilà, pour les gros producteurs, la Nouvelle-Zélande aussi et l'Australie se mettent à faire des houblons pas mal solides. Mais j'aime l'aspect poétique qu'on vient de découvrir. On est en train de boire des fleurs, Pierre. Oui, et écoute, ça, c'est très beau. Écoute, c'est très touchant. Moi, comme ça. C'est un auditeur qui veut faire cadeau à sa blonde, elle faisait une bière, c'est qu'on ferait des fleurs. Ouais, un six-pack, c'est comme un bouquet de fleurs dans le Oui. fond. Là, si on y pense vraiment, là. C'est une bouquet de fleurs d'alcoolique. Ouais, c'est magnifique. C'est un délicieux bouquet de fleurs que t'offres à l'être cher. Fait que c'est ça. Mais physiquement, comment ça marche? Mettons que là, t'as une grosse cuve. Est-ce que vous la passez par des tuyaux par en dessous pour la vider ou vous la renversez dans un fait de tamis, comme vous dites? Là, tu parles aux trois brasseurs? Ouais, Non, en général. On revient à nos deux cuves en cuivre. Donc ça passe de la petite à la grosse, tout simplement par gravité. On ouvre les vannes par en dessous et ça passe par gravité. Après, on termine avec une pompe pour être capable de prendre le reste. Il y a une chose qui est très importante en brasserie, c'est que l'oxygène, c'est un petit peu l'ennemi du mou et de la bière. C'est que tout contact avec l'oxygène va venir oxyder tout un tas et provoquer tout un tas de réactions biochimiques qui vont créer des faux goûts dans la bière. Donc évidemment, ça se passe dans des tuyaux où on évite le maximum le contact avec l'oxygène. Puis les gens qui font ça, mettons, chez eux, dans des seaux, dans des cuves, ou comment est-ce qu'ils font le transfert de ça? Il y a des bricoleurs qui ont des systèmes hallucinants, là, super évolués. Et puis sinon, moi j'ai commencé dans un couscoussier. Je trouve ça intéressant que justement la bière de faire de la bière de soi-même, non seulement ça crée un esprit de justement exactement de bricoleur, de faire ton propre setup, de décider comment qu'elle goûte. Fait que j'imagine que c'est pour ça que ça a explosé les microbrasseries puis des affaires comme ça, c'est que c'est l'ultime affaire que tu peux faire toi-même et décider du résultat là. Vous qui êtes sur le web, oui. quand on va sur des sites comme Pinterest ou comment ils appellent ça, do it yourself, DIY, oui. C'est très tendance. Que ça soit jardinage, décoration, couture, pâtisserie et j'en passe. Évidemment, c'est génial, mais c'est ça qui à la base a fait que 99% des brasseurs sont devenus brasseurs, c'est de pouvoir vraiment le faire soi-même, parce que c'est très simple. Et au niveau de toutes les céréales que tu en parles aujourd'hui, est-ce qu'il y en a qui sont possibles au Québec de faire pousser chez soi, ou c'est trop un climat dur pour faire ça? Non, il y a... Mettons, on a des gens chez eux qui se disent là, j'ai la procédure pour faire la bière, comment je peux faire mon propre orge et mon propre houblon? Oui, mais c'est c'est la même chose que la personne qui se dit je vais faire un gâteau au chocolat, puis je vais faire pousser mon cacaotier. Okay. Ouais. Je veux dire, c'est quand même pas mal compliqué pour juste faire 5 litres de bière. Par contre, oui, au Québec, il y a des producteurs d'orge. Oui, au Québec, il y a des producteurs de houblon qui sont de plus en plus, on va dire, performants dans la qualité du houblon, dans surtout l'emballage. Donc, nous, on a une bière qu'on fait chaque année pour la nouvelle récolte de houblon en novembre. Et on utilise un producteur de houblon québécois pour les restaurants du Québec et un producteur de l'Ontario pour les restaurants de l'Ontario. Puis les qualités de houblon d'une année sur l'autre sont vraiment super. Donc là, aujourd'hui, quelqu'un qui veut faire de la bière avec des produits 100% québécois,
il n'y a pas de problème. C'est des produits de très bonne qualité. Et comment ça marche, mettons qu'il y a un auditeur qui aime ou aimerait ça faire sa propre bière, il va voir, il Google, genre producteur de orge, ça. Est-ce qu'il arrive avec des poches ou il faut qu'il concasse lui-même? Comment ça marche en général les trucs? Alors maintenant, il y a des petits magasins qui vendent justement des kits déjà tout prêts pour faire de la bière, ou qui vendent de l'orge, ou les brasseurs maison, soit ils ont des petits concasseurs qu'ils utilisent, ou alors on peut acheter déjà les grains déjà concassés. Et puis les houblons aussi, il y a plusieurs magasins un peu partout, ça fait déjà pas mal de temps. Sur Internet aussi, il y a beaucoup de produits, surtout aux États, qui sont disponibles. Mais là, toi, vu que t'es maître brasseur à Trois Brasseurs, tu sais, tu diriges ce qui se fait ici. Au Québec complet ou t'es même en Ontario, Amérique du Nord, dans le fond? Au Canada. Okay. Mais moi, ce que je me demande, est-ce que tu fais encore de la bière pour toi-même ou t'es comme, ah non, là, j'ai une flotte de gens qui m'écoutent, je fais mes expériences là, ou tu t'étais fait chez vous à l'occasion? Alors, n'utilise plus jamais le mot flotte. D'accord. Oui, de la flotte, c'est. Ah non, je parle comme un plein de navires. Tu parles en français, Yannick. C'est une très très bonne question. Parce que effectivement, à partir du moment où je suis passé de brasseur à un petit peu manager des brasseurs, où je mettais plus mes bottes le matin et que j'avais plus l'odeur du mou et du houblon, effectivement, on perd quelque chose. C'est difficile à expliquer. On a acheté un petit système pour faire des brassins de 50 litres qui est très bien fait. La dernière fois, j'ai fait un test, j'ai fait un brassin de 50 litres, puis là, la passion a tout de suite embarqué, et je me suis dit, waouh! Comme dans le temps. Ça m'avait manqué. Ouais. Donc, effectivement, je me garde dans mon emploi du temps, j'essaye de me libérer du temps, c'est pas facile, mais pour faire des petits brassins de 50 litres. Okay. Et paradoxalement, pourquoi j'ai arrêté de brasser à la maison? Vous allez peut-être rire, mais c'est parce que j'arrivais pas à écouler toute la bière que je produisais. OK, manquait d'amis alcooliques, dans le fond. un doux problème à avoir, dans le fond. C'est trop bien chez moi. À un moment donné, on prend tellement de plaisir à créer des recettes et à brasser la bière qu'on n'a plus le temps et la capacité de tout boire. On vieillit aussi, je pense que ça fait une différence. Ouais, merci de la remarque. J'ai une question par rapport à tantôt que j'avais oublié de te poser. Lorsqu'on parlait de faire fermenter les trucs, c'est pendant combien de temps que ça se passe? Est-ce qu'on parle de plusieurs semaines ou de jours ou d'heures? Comment ça marche donc la fermentation, c'est la levure qui va transformer notre sucre en alcool. Donc c'est une étape évidemment indispensable. Ici aux Trois Brasseurs, ça dépend de la bière, ça dépend de la vitalité de la levure, la température de fermentation, ça dépend de beaucoup de choses, mais on va dire que notre bière la plus rapide à fermenter, elle va fermenter en 4 jours, et puis la plus longue, elle va fermenter en une semaine, 8 jours peut-être. Et ça impacte quoi sur la bière, que ce soit comme 4 jours ou une semaine? Est-ce que c'est tout l'alcool ou est-ce que c'est... Oui, ben c'est ça. Il n'y a pas vraiment d'impact. Par exemple, en janvier, on va brasser une bière qui va s'appeler la Radiateur. Et c'est une bière à 9% d'alcool. OK. Quelque chose qui réchauffe? Oui, pas mal. Oui. Alors, pour arriver à ces 9%, c'est sûr que la levure, à un moment donné, elle produit de l'alcool, mais l'alcool, elle finit par la tuer. Et donc, à la fin de la fermentation, elle toffe à arriver au dernier degré d'alcool. C'est pour ça que ça prend plus de temps. Une bière comme une blonde, ça peut être très rapide. Ouais. OK. Alors là, donc on rappelle qu'il y a eu la récolte de l'orge. On l'a concassé, ensuite on l'a empâté, on l'a porté à ébullition, on a ajouté l'éblonnage dedans, on a amené au percolateur, qui est le gros filtre, et là c'est le temps de faire la fermentation dont je parlais, c'est ça? Tu prends ce gros yogourt-là qui vient d'être filtré, à ajouter avec, passer à travers notre tamis, puis avec d'autres différents produits, et là tu le laisses pendant plusieurs jours, c'est ça? Puis ça c'est la grosse cuve ici qu'on voit au Trois Brasseurs.
Ok, donc les cuves qu'on voit là Oui. de fermentation. Des Donc- gros cylindres, là. Ouais, c'est ça. Là, ça fermente. Une fois que notre fermentation est terminée, on refroidit la cuve, ce qui va permettre à la levure de tout tomber dans le fond. Ça va clarifier une première fois la bière. Et là, on va l'envoyer en salle de garde. Donc, l'envoyer en salle de garde, il y a quelques bières qu'on filtre. Donc, physiquement, on va enlever la levure pour que la bière soit comme la Ville-Marie qu'on est en train de boire en ce moment. Elle est parfaitement claire et limpide, c'est parce qu'elle est passée à travers un filtre. Par contre, une bière comme la IPA ou la brune, surtout la IPA qui a beaucoup de houblon, on la veut aromatique, on veut que ça, qu'il y ait vraiment un punch, donc on la filtre pas. Parce qu'en filtrant, en enlevant physiquement la levure, on va aussi enlever physiquement des particules de houblon. En fait, dans le fond, c'est cette espèce de filtration-là qui dicte si ta bière est opaque, translucide ou transparente. Exactement. La blanche, on va dire 70% de l'arôme de la blanche vient de la levure. La levure est très importante, c'est pour ça qu'on a une levure spéciale aux Trois Brasseurs qui a été développée juste pour nous, qu'on est les seuls à avoir, parce que les arômes sont hallucinants. Donc filtrer une bière comme ça ferait pas de sens. Et c'est pour ça que la bière est voilée et trouble. L'IPA, c'est pareil. J'ai une question rapidement. Tu sais, sur le marché, tu vas à l'épicerie, t'as les bières cheap, t'as les bières correctes, t'as les bières de luxe, si on veut, tu sais. Les bières cheap, c'est quoi l'ingrédient premier sur lequel ils vont couper en qualité? Le malt. Le malt? Ouais, ils vont ajouter du sirop de maïs, du sirop de glucose, du sirop de malt aussi. Enfin, au niveau rendement, l'orge, c'est un produit noble. Nous, toutes nos bières sont 100% pur malt, d'orge. La blanche, évidemment, il y a du froment, ce qui est le blé maltais. Mais c'est facile quand on a une petite unité de toutes les petites microbrasseries fabriquent 100% pur malt avec de l'orge. Mais les grosses brasseries, pour des raisons de rendement, ils mettent du riz, du maïs, des choses comme ça. Et c'est là qu'ils font des économies. Et c'est pas un produit noble parce que au niveau du corps de la bière, il va manquer quelque chose. Et est-ce que ça a un impact? Mettons, je sais, comme par exemple, Sapporo, je pense que c'est une bière de riz, je ne me trompe pas. Je pense que c'est raciste, ça, Pierre. Non, c'est pas raciste, c'est comme ça qu'ils vendent dans l'annonce. Mais tu sais, comme mettons, après, ils disent que ça n'a pas de gluten, tout ça, parce que ça c'est du riz. Est-ce que c'est possible de faire des bières de riz qualité, ou des bières, c'est juste comme une bière différente dans le fond? Il y aura toujours une base de malt. OK. Par contre, effectivement, par exemple, la brasserie Glutenberg font des bières sans gluten. Ils font des super bières. C'est de la très bonne qualité. Et ils n'utilisent pas d'orge. Oui, on en a pris d'ailleurs avec l'épisode qui s'en vient avec Maude Morissette. Alors, donc, il y a une filtration qui se fait de tout ce truc-là. Ou des fois, il n'y en a pas, dans le fond, qui crée justement un goût différent. Ça dépend de la bière, ouais. C'est ça. Ensuite, là, tu as le bout de la maturation, de ce que je comprends. Donc là, c'est arrivé en tank de garde, puis ça mature. Ça laisse le temps à la bière de un petit peu s'équilibrer, de perdre peut-être des composés phénoliques, des choses qui sont des produits de la fermentation. Ouais. Je vous ai perdu. Oui. Bon, c'est juste pour paraître intelligent. Mais on te croyait déjà. Ouais. T'es déjà vraiment au-delà de nous autres. Une référence déjà pour nous. Phénolique, ça veut dire quoi exactement? Pas trop de questions, s'il vous plaît. OK, c'est bon. OK. Non, tu regardez le secret du métier, c'est correct. Certains brasseurs vont dire cette bière elle est jeune, elle est verte. C'est parce que il y a des composés aromatiques qui vont s'estomper avec le temps. Donc on parle de nous ici, on arrive à avoir au moins une semaine de garde aux Trois Brasseurs. Ça va permettre à la bière d'un peu de s'équilibrer et puis d'être excellente. Par contre, il y a certaines bières qui peuvent être mise en perce tout de suite, comme la blanche. Plus elle est fraîche, meilleure elle est, parce que justement c'est la levure, son caractère, c'est la levure qui l'apporte. Okay, ouais. Et dans le fond, la fermentation, c'est quoi, la maturation, dans le fond, ça tue la levure, c'est ça ou à ce stade du process, soit la bière a été filtrée, donc il n'y a plus de levure, soit la levure est dedans, mais on stocke à 4 degrés nos bières,
Donc elle est endormie, on va dire. Mais ensuite, elle est prête à être savourée. Oui, comme nous le faisons en ce moment, oui. Mais là, je vais aller avec d'autres questions. Oui, moi j'en ai plein, c'est malade. Moi aussi. Mais tu es maître brasseur. Quelle est la cérémonie de passer de brasseur à maître brasseur? C'est comment que ça se produit, ça? T'as une carte d'apprenti, là, puis là, faut que tu suives un... Écoute... Alors là, c'est une question très difficile. Moi, je suis toujours gêné quand on me dit maître brasseur. Okay. J'ai l'impression d'avoir un chapeau sur la tête, une médaille, comme dans une secte ou quoi. C'est pas un truc de franc-maçon ou rien, Ice White Shot? Non, malheureusement, non. Je suis pas au courant des secrets de tout ça. Donc, je vais revenir à la France une fois de plus. Quand on passe de on va dire, de meunier à maître meunier ou de boulanger à maître boulanger ou quelque chose comme ça, c'est 10 ans d'expérience. C'est comme ça en France. Ah, ok. Fait que dans le fond, c'est le temps que tu sois passé dans le métier, c'est comme ça que ça change. Ici, ce qu'on appelle maître brasseur, en gros, c'est le chef, c'est celui qui crée les recettes, qui supervise tout ça. Fait que, est-ce que c'est ça que tu fais aux Trois Brasseurs, comme justement, je veux essayer de démystifier ça? Est-ce que tu te prends pour t'assurer que les recettes sont bien observées de place en place, ou c'est mettons, une journée ou une semaine, pour toi, c'est qu'est-ce que tu fais dans cette semaine-là? Oui, alors effectivement, je coordonne, j'organise tout ce qui est, moi je m'occupe de l'approvisionnement de tout ce qui est matières premières ou l'achat des cuves, négociation des contrats pour tout ça. Justement, au niveau création des recettes, j'essaye toujours de partager ça avec les brasseurs, de profiter de leurs connaissances, parce que je suis pas le meilleur brasseur des trois brasseurs, je suis pas le plus mauvais, c'est pas la question, on profite justement de la synergie, de la créativité, c'est très important. Un brasseur qui crée pas ses recettes lui-même, c'est un peu frustrant. Donc, avoir l'opportunité de donner aux brasseurs de participer à la création de recettes à chaque fois qu'on a l'opportunité d'en faire une nouvelle, c'est super. Donc, on communique beaucoup avec les brasseurs. J'ai aussi 2 brasseurs en chef, on va dire, un qui supervise le Québec, un qui supervise l'Ontario. Et donc eux aussi ils participent à ce process de création de recettes. Maintenant on va lancer un programme de bière en casque où chaque restaurant a reçu des casques. Oui, c'est quoi un casque en premier? Alors c'est quoi un casque? Un casque, c'est comme un tonneau en stainless. C'est une barrique. Un baril de bière où on va mettre une des bières qu'on a de la blonde, de l'ambrée, n'importe laquelle. Puis là, on va la pimper en bon québécois. Bien sûr. Avec du houblon, des épices, des piments, des bonbons, n'importe quoi. Là, c'est infini. C'est infini, ça permet aux brasseurs, aux gérants, à n'importe qui de dire ok, aujourd'hui c'est l'anniversaire de mon restaurant, on va faire quelque chose de spécial. Et là, on va faire des casques. Et cette bière-là, elle va être servie directement au robinet, à température ambiante, un peu plus flat que les autres bières. Mais ça, c'est une super opportunité, justement, de créer et de faire des expérimentations hallucinantes. Mais justement, dans le processus, je suis curieux de savoir qu'est-ce qui fait le gaz carbonique, qu'est-ce qui fait qu'une bière devient flat, qu'est-ce qui fait qu'une bière est pétillante, qu'est-ce qui fait ça? Donc, c'est la fermentation. La fermentation, je reviens à cette étape-là. La levure mange le sucre, produit de l'alcool et du CO2. OK, voilà, OK. C'est du pet de levure, dans le fond. Là. C'est des flatulences de levure. Si on veut, là. C'est ces bactéries-là. Très bonne vulgarisation, Pierre-Luc. C'est très vulgaire. Oui, c'est très vulgaire. On peut le dire. Tu as mentionné l'affaire du casque. Une affaire que, comme je peux le mentionner, c'est je travaille dans une compagnie de jeux vidéo et puis c'est une tradition qu'on a commencé, c'est qu'une fois par année, pendant un week-end, on fait un game jam. Fait que le bureau est séparé en 3 équipes et les équipes devaient faire un jeu en 48 heures basé sur l'image qui se faisait donner. Alors, je me demande, c'est entre vous autres, est-ce que entre brasseurs et maître brasseur et des trucs, genre, c'est-tu, genre, OK, là, il faut
créer une bière extrêmement bizarre, il faut qu'on se donne un challenge de création de bière ensemble ou des trucs du genre. Est-ce que c'est ça qui se produit ou des affaires comme ça? Non, pas encore. Mais oui, ça serait super et je pense qu'on va y venir. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est on a un concours maître brasseur où une fois par an, le brasseur a la possibilité de créer sa recette avec carte blanche sur les ingrédients. Et donc, comme on a une bière du moment à toutes les 5-6 semaines, donc il y a une période de l'année où le brasseur il a le droit de créer ce qu'il veut. Et à partir de là, on va faire des analyses, on va faire des dégustations et on va déclarer le meilleur des brasseurs. En tant qu'analyse, mettons, toi, t'es maître brasseur, tu connais tellement plus la bière que nous autres. Qu'est-ce que tu goûtes en premier quand tu goûtes une bière? Qu'est-ce qui te frappe, le truc? Premièrement, évidemment, il y a l'aspect. On va regarder la bière. Je sais pas si t'as remarqué, quand ma bière est arrivée, j'ai regardé et puis j'ai dit à Simon, waouh, elle est clean. Oui. Tu vois, elle est brillante, elle est limpide, elle est nette. C'est prise une blonde. Et ça va au goût. Je vais savoir qu'au goût, je vais pas avoir de faux goût amené par les particules qui sont dans la bière parce qu'elle est super bien filtrée. Donc on regarde la mousse, on va voir l'effervescence un petit peu. Après le nez, alors le nez c'est important parce qu'on va voir tout ce qui est aromatique. Ça vient du houblon, ça vient de la levure, c'est très important. Il y a des bières qui doivent être aromatiques, il y en a d'autres qui pas nécessairement. Et puis après, on la boit. Et là, il va y avoir toutes les saveurs, il va y avoir le corps, il va y avoir l'alcool, la chaleur que va produire l'alcool, il va y avoir le côté rétronasal qui va amener aussi un côté aromatique. C'est là que j'apprends que je bois la bière tout croche. À quel point je suis rendu de l'alcoolique. C'est que je prends pas le temps de faire ça. Mais dans le fond, c'est quoi le truc? C'est quoi? C'est de le garder en bouche pendant plus longtemps ou c'est le passer direct? C'est quoi la technique de... Non. C'est une question qu'il faudrait poser à un professionnel. Okay. Il faut l'apprécier, il faut prendre du plaisir à la boire. Chacun trouve son plaisir. Parce que je sais, mais c'est plus pour en opposition par rapport au vin. Quand tu sais, des stations de vin, le monde ils font ils font tourner l'oxygène dans leur bouche, après ils crachent dans un tonneau, puis après ils sont tellement fancy, tu sais. Qu'est-ce qui fait que la bière, y a pas cette procédure-là à goûter, puis c'est pas une mauvaise chose, c'est juste plus simple. Non, mais justement, tu vois, c'est encore une fois une très bonne remarque. Finalement, vous êtes, je vais vous laisser parler parce que vous êtes meilleur que moi. Mais ce que je parlais de rétronasal, la bière, on est obligé de la boire. Par rapport au gaz, on est obligé de boire la bière pour avoir ce côté rétronasal qu'il n'y a pas dans le vin. OK. Parce qu'elle est pétillante, justement. Ouais, voilà. Mais c'est aussi par rapport au taux d'alcool. Si on buvait le vin à chaque fois, les gens seraient complètement. Ouais. Est-ce qu'on peut là, je donne le choix. Est-ce qu'on parle de couleur de bière ou on parle de type de bière, lager, tout ça? Qu'est-ce que tu veux parler? Moi, je serais curieux des types de bière parce que je vois ça écrit sur des étiquettes. Je vois lager, telle affaire, IPA, tout ça. Mais c'est quoi ces affaires-là? Ça vient de où? Ça vient de où? Puis c'est quoi ces différences-là? Justement, juste avant qu'on commence, tu m'avais posé une question, puis je t'avais dit si tu veux, on en parlera plus tard. Donc, les trois grandes familles de bière, c'est trois grandes familles de fermentation. Il y a la fermentation haute, la fermentation basse et la fermentation spontanée. Donc, nous ici, on fait de la fermentation haute. C'est ce qu'on appelle des ales. Et ces bières-là, en fait, tout dépend de la levure. OK. De la souche de levure. Donc, ce qu'on appelle les lagers, ça, c'est pratiquement toutes les bières industrielles. C'est des bières qui sont de fermentation basse, qui vont apporter des... OK, fait que dans le fond, lager, c'est comme c'est devenu comme un terme fancy pour dire par défaut. Bière par défaut et pour dire une bière industrielle. C'est pas vrai parce qu'il y a des très très bonnes lagers. Par exemple en Allemagne et en Belgique, on fait des lagers traditionnelles qui sont excellentes. OK, oui. Il y a plein de microbrasseries qui font des lagers qui sont super. OK. Donc je me suis mal exprimé. Oui, non, parce que la majorité des brasseries industrielles font des lagers.
Mais ça veut pas dire que toutes les lagers sont industrielles. Ok. Est-ce que c'est un type de bière qui est plus facile à saisir à un niveau industriel, puis c'est pour ça qu'ils font ça, ou... Ouais, je pense que c'est plus facile au niveau de la gestion de la levure. Ok. À cause qu'il fermente à basse température, est-ce que ça fermente plus longtemps? Ou ça doit fermenter moins longtemps? Oui, ok. Très bonne écoute, je pense que tu cherches du travail? Oui, c'est ça, oui. Écoute, moi, je l'ai dit en 2016, j'ai une nouvelle job. C'est ça, j'ai déjà dit. OK. Oui, c'est ça. Écoute, le maître a peut-être donné un apprenti, Pierre-Luc. Hey, merci. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup, Simon. Oui. OK, dans le fond, c'est quoi une Pilsner? Qu'est-ce qui fait qu'une Pilsner est une Pilsner? Wow. Donc une Pilsner, je reviens juste un petit peu plus tôt pour demander est-ce que ça prend plus de temps? Oui, fermentation basse, ça prend plus de temps à fermenter. C'est la raison pourquoi nous, on fait que des ales qui sont de fermentation haute, parce qu'on va fermenter en une semaine, alors qu'une ale fermenterait en un mois facile. Ah, mais je savais pas que c'était des ales qu'on fait depuis des mois, Yannick. J'aimerais dire des ales. Qu'est-ce qui fait que ça va autant... Tu sais, la cream ale va plus être brune, va être sirupeuse. Qu'est-ce qui fait qu'une cream ale va être crémeuse, dans le fond? Alors ça, c'est le gaz. OK. Donc le CO2 fait des grosses bulles, comme ça. Mais pour une cream ale ou une stout, on va utiliser de l'azote. Et donc l'azote va faire des bulles très fines, qui va donner un côté très crémeux à la bière. Et puis, il va avoir du mal à se dissoudre dans la bière, ce qui fait que quand on va boire, finalement, on n'aura pas ce côté pétillant, ce côté, on va pouvoir caler une pinte sans pleurer. Et c'est juste le gaz qu'on ajoute. Quel genre de ale qui existe déjà sur le coup? J'arrive pas. Il y a une Pale Ale. Une Pale Ale, c'est... Ouais, puis le IPA qui est l'India Pale Ale, et ces trucs-là. Alors, c'est quoi vraiment les différences qui ont été créées? Justement, c'est quoi une India Pale Ale versus juste une Pale Ale? Une Pale Ale, c'est un style anglais qui est une ale pâle. Okay. Donc, plus ou moins blonde, même si les Anglais ils aiment ça quand c'est... nous, on appellerait ça plutôt ambré, mais c'est Pale Ale. India Pale Ale, donc c'est les bières qui étaient brassées pour les colonies indiennes. Et l'histoire dit que, évidemment, pour le transport de la bière par bateau, qui durait longtemps, on mettait plus de houblon et plus d'alcool pour la conservation, parce que le houblon est bactériostatique, ce qui fait qu'il empêche les bactéries de se développer. Et le houblon a plein de vertus. Le houblon est stérile, d'une certaine façon, dans le sens que tu peux pas avoir de maladie sur ton houblon. Oui, mais c'est pour ça que on peut pas être malade en buvant une bière, même une très mauvaise. Parce que, à cause du CO2, de l'alcool et du houblon, il n'y a pas grand chose qui peut se développer là-dedans. Ok, ça va avant. Ça tue rien, mais ça empêche les mauvaises bactéries de se développer. Dans le fond, une bière peut pas être contaminée. C'est dans ce sens-là qu'on veut dire. Elle peut être contaminée, mais ça sera jamais pathogène. Ok, c'est ça. Ok. Ça te rendra pas malade. Non, c'est dans ce sens-là. C'est pas mal, ça en prend 12, mais ça, c'est par rapport à la bactérie. Brasser des bières dans Walking Dead, là. Brasser des bières. Il y aura pas de zombie bière. Oui, mais je me suis fait dire que, là ça se peut, là, ça soit farfelu, mais dans le temps, dans les colonies québécoises, ce qu'ils faisaient souvent, c'est ce qu'ils appelaient, c'est du bouillon. C'est une espèce de... ils prenaient du pain qui était rendu plus frais pour la fermentation, puis là, ils s'arrangeaient ça pour comme... C'est pas de la bière, c'est du bouillon, là. Il y a plus du bouillon. Pour justement comme boire. C'est plus sécuritaire que de l'eau. C'était plus sécuritaire de l'eau parce qu'il pouvait pas être... Mais au Moyen-Âge, les gens buvaient de la bière parce que l'eau était contaminée avec le choléra, la peste, tout ça. Donc, oui. OK, alors, donc on parle que une ale, c'est haute température, fermentée peu longtemps. Une lager, c'est basse température. Oui, c'est plus longtemps, moins longtemps. Excusez-moi. Une lager, c'est basse température, plus longtemps. Et là, j'ai demandé une Pilsner. Non, la Pilsner, c'est une lager. Ah, c'est une lager? OK, je savais pas. C'est quoi, c'est un synonyme? C'est quoi, c'est? Oui, c'est pareil. Ah oui? Ah, mais maudit verra. Maudit branding, hein? Oui, c'est le marketing, ils ont pogné du coin. Ils font semblant que c'est... Non, le troisième type, c'est la fermentation spontanée. C'est les gueuses, tout ce qui est bière très sûre. Donc, lambic, gueuse de type belge au départ. Maintenant, c'est devenu une super mode aux États-Unis. Tout le monde fait ça. Et donc, on fait notre process jusqu'à la fermentation. Sauf qu'au lieu d'ajouter notre levure, on laisse les bactéries de l'air venir contaminer notre mou.
Quand on avait dit l'oxygène, c'est terrible. On avait dit c'est comme un sacrilège, un blasphème de laisser l'air dans le truc. Mais là, on le fait volontairement. Non, on va pas injecter de l'air. On va juste laisser. Bon, évidemment, aujourd'hui, on a des bactéries sauvages qu'on vient ajouter directement parce qu'elles sont sélectionnées pour leur côté aromatique et tout ça. Mais comment injectons des bactéries dans tout ce mélange-là? Non, mais comme la levure, on vient juste pitcher ça. C'est un gros sac. Là, ouais. Mais il y a une grosse mode en ce moment, c'est justement de prendre un pot maçon avec un jus sucré comme du mou et puis venir le mettre aux quatre coins de ton jardin et après ça ensemencer ça et puis regarder au microscope puis dès que c'est une levure, boum, faire de la bière avec. Ok, ouais. Ça c'est prendre du jus de pomme quasiment pour essayer d'aller créer une bière avec. Est-ce que c'est quasiment ça? Tout est dans la levure. C'est-à-dire que on a des levures de ale, on a des levures de lager, on a des levures sélectionnées, on a des levures pour faire des saisons, on a des levures pour faire des bières américaines, on a des levures pour faire des bières anglaises. Et c'est infini. Et là, maintenant, les microbrasseurs, les craft beer, tout ça, ils se sont dit, on va faire notre propre levure. Il y a même un gars, la brasserie Rogue aux États-Unis, le brasseur a fait une bière avec des levures trouvées dans sa barbe. Il avait une grosse barbe. Je voulais juste dire, ça a l'air bon. C'est dégueulasse. Je vous ramènerai une bouteille. Ouais. Mais qu'est-ce qui arrive si t'as vu ce gars-là avec sa barbe comme soulever un char? T'es comme plus intrigué. Bon, peut-être que ça va me rendre très fort. Moi, ce que j'aimerais, c'est que ce gars-là, il se rase des bouts de barbe. Il est toujours un peu imbécile à tout moment parce qu'il faut, excuse-moi, faut que j'aille à ma job me raser la barbe. OK, j'ai une question rapido. Des fois, il y a de la bière sur lit qui s'appelle. C'est quoi? C'est la bière qui est fermentée dans une bouteille? Je suis pas sûr de comprendre. Ouais, en général, c'est les bières en bouteille. Donc ce qu'on appelle bière sur lit, c'est une bière qui est refermentée en bouteille. Donc dans la bouteille, il va y avoir une lie, je pense, c'est féminin. C'est un fond de levure dans la bouteille. En fait, dans le fond, au moment d'embouteiller, il refermente une deuxième fois. Oui. Et ça augmente l'alcool dessus une fois plus. Ça refait le processus de tantôt. On parlait. Ouais, c'est ça. Donc là, on va prendre une bière, on va ajouter de la levure et du sucre, et on va fermer la bouteille. Donc la levure mange le sucre, fabrique de l'alcool et du CO2, ce qui va permettre de saturer la bière en CO2, ce qui va donner le côté pétillant de la bière. Et une fois qu'elle a mangé tout le sucre, boum, elle va tomber dans le fond. Et là, la bière peut se conserver 10 ans. OK. Oh. Wow. Puis, dans le fond, les gens qui font ça à la maison, c'est quoi le plus simple? C'est une lager? C'est une ale ou c'est lager? Ouais, le plus simple, c'est ale. Et le plus simple, c'est de refermenter en bouteille, si on a des bouteilles, pour amener le gaz. Même si maintenant, on vend des bouteilles de CO2 et qu'on peut faire aussi des kegs et tout ça. Une affaire qu'on fait, c'est bien sûr, on encourage tout le monde à venir, pendant ce temps des fêtes, à venir prendre une délicieuse bière aux Trois Brasseurs, la succursale la plus proche de chez vous. Mais moi, je serais curieux de demander, vu que tu connais ça, y a-tu des bières qui sont vraiment comme disponibles C'est quoi les bières commerciales qui t'ont toi-même comme impressionné ou que tu comme, hey, ça c'est pour quelque chose qui est produit en masse et tout de même surprenant ou est tout de même de qualité? Il y en a tu vas au IGA, là, puis t'as des caisses, qu'est-ce que t'achètes, là? On t'a insulté en posant cette question-là et tu souhaites quitter immédiatement. Non. Pour moi, mais là c'est vraiment mon opinion personnelle. Toutes les bières trappistes belges, c'est une école de brasserie, c'est des millions d'hectolitres, une énorme production, des bières en bouteille, refermentées en bouteille, d'une qualité vraiment exceptionnelle. OK, pour quelque chose qui est produit à un si gros volume. Là, ouais, par des moines. OK, oui. En plus, hein, ils ont juste ça à faire. Ils sont concentrés sur leur tâche, les moines. C'est ce que j'ai entendu dire. Avant l'enregistrement, tu nous as parlé de etc. C'est quoi un etc.? Vas-y. C'est quoi un etc.? Tu faisais peut-être avant, là. L'etc. Aux Trois Brasseurs, c'est un échantillon de chacune des bières, donc comme une palette de dégustation. D'ailleurs, tu peux le voir sur ton set de table. Oui. Avec un petit verre de chacune de nos bières, blanches, blondes. C'est environ 6 onces, 4 à 6 onces, j'imagine? Millilitres. Oui, 4 à 6 millilitres. Oui. C'est quand même une bonne portion, là, quand même. Tu nous as dit que pendant un bout, fallait que
Ça fait partie de sa job de peut-être d'aller à une place et de comme tout checker ça et de tout savourer ça. Oui, bah évidemment. Moi, partout où je vais, il faut que je goûte un maximum de bière possible. Et des fois, même, j'ai perdu l'habitude de juste prendre une pinte et puis discuter en buvant sans penser à ce que je bois. Donc, ça m'est arrivé, je me souviens, mon premier voyage à Portland, qui est une ville, un des berceaux de la microbrasserie. Mondial, comme certains disent. Et je pense qu'on a fait comme 8 microbrasseries, et dans chaque microbrasserie, on a dû goûter comme 15-16 bières différentes à chaque fois. Fait qu'à la fin, c'est lourd. C'est beaucoup. Alors que la deuxième fois que je suis allé à Portland, Oregon, j'ai juste bu la bière que je voulais et je me suis dit tant pis pour les autres. Mais j'ai pris beaucoup plus de plaisir. Mettons que si tu voyages, tu vas dans une ville que t'as pas été auparavant, est-ce que tu sens comme un genre de responsabilité professionnelle comme hey, il faut que j'aille regarder ces places-là, ces 3-4 places-là juste pour être sûr? Non, ça revient à ce que je disais au tout départ. Ça tout part de la passion. Ok, oui. Donc oui, si je vais dans une nouvelle place, oui, je vais checker les brewpubs, les microbrasseries. Oui, je vais y aller. Oui, je vais goûter les bières. Pas par responsabilité, pas par conscience professionnelle, mais par passion. J'ai envie de goûter. Tu parlais de bières de microbrasserie, ils sont souvent plus lourdes au niveau de, tu sais, quasiment calories, puis au niveau de, tu sais, une sorte de lourdeur. Qu'est-ce qui fait qu'une bière est lourde par rapport à une bière qui est comme, tu sais, genre, je peux pas prendre un six-pack de Grolsch. Si tu bois ça, bravo, tu sais. Comment je veux dire? C'est lourd, c'est comme, oh, c'est un repas, tu sais. Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui fait? En fait, ça, par exemple, là, on est en train de boire de la Ville-Marie. Oui. C'est une bière qui est légère. Oui, absolument. Elle est pas lourde. Non. Mais pourtant, c'est de la bière artisanale. Oui. Donc, tout ça, il y a beaucoup d'a priori. Les bières sont beaucoup moins caloriques que le vin. Ce qui apporte le plus de calories dans la bière, c'est l'alcool et le sucre. Et donc, au niveau alcool et sucre, on est largement en dessous du vin. Fait que... Dans vos faces, les gens qui prennent du vin. Non, mais c'est une farce. OK. Ça s'appelle pas 3 vins ici. Non, ils feront bien ce qu'ils voudront. Tout le monde en parle, prendre du vin, on sait bien. On approche de l'heure, alors je pense qu'on va terminer direct là. Wanis, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était super le fun, c'était super instructif. Les gens peuvent te suivre sur Twitter, le commercial Wanis22, je crois. T'es pas très actif, mais c'est des questions supplémentaires. Moi, je propose aux gens de nous écrire à nous à Trois-Bières. Et on va faire les questions, puis on va les poser dans un mois ou oui, dans un autre épisode. C'est ça. C'est les gens qui écoutent ça. Si vous avez aimé cet épisode-là, faites-nous le savoir. On va faire un autre épisode plus biérologique comme ça, puis on va reposer d'autres questions à Wanis sans problème. Alors, bref, c'est ça. Yannick, quand on bu chacun 1 litre de bière plus quelque chose qu'on a commandé entre les deux. Alors, fait que là, on s'en vient. Il y a moins d'énergie, mais beaucoup de passion. Oui. Alors, bref, c'est ça. Une fois de plus, Wanis, merci beaucoup d'avoir merci à vous. Honnêtement, c'est toujours avec plaisir de parler de bière. Exactement. J'espère. J'ai pas trop. Non, c'est très bon. T'es bon. Un pro, t'es un maître, je pense, pareil. Oui. Puis en attendant qu'on termine ça, Pierre-Luc, on voit où sur Internet entre Noël et le jour de l'an où est-ce que les gens entendent je suis toujours sur mon iPhone, un commercial Pierre-Luc sur Twitter, et je vais écrire sur yulorama.com. Oui, vous pouvez m'entendre en ce moment, mais vous pouvez aussi me lire sur Twitter @YannickBelzile et aussi voir mon merveilleux blog sur arbitreverdict.tumblr.com. Et vous pouvez aller voir nos merveilleux autres, les 3 brasseurs, @3brasseurs.ca. C'est ça. Allez les liker sur Facebook aussi. Mais allez nous liker sur Facebook aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Mais je pense que vous le faites ces temps-ci. Alors merci beaucoup. Et bref, c'est ça. On veut vos feedbacks. Avez-vous aimé ça? Avez-vous des questions? Avez-vous entendre parler de calories? Avez-vous entendre parler de nutrition? Qu'est-ce que ça vous tente d'entendre parler? Oui, de microbrasserie et de ces choses-là. Alors bref, faites-nous le savoir. Et on va poser des questions. On va faire une émission là-dessus. Alors merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et sur ce, à la prochaine bière.